Donc, bonjour à tous et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du Salon Go, Salon de la création et reprise d'entreprise, pour discuter d'un sujet passionnant et essentiel pour les entrepreneurs, les spécificités de l'entrepreneuriat innovant. Alors, dans un monde en constante évolution, l'innovation n'est plus une option, c'est une nécessité. Elle ouvre des opportunités, transforme les modèles économiques et crée de la valeur durable. Cette conférence a pour objectif de vous inspirer, de vous donner des clés concrètes et de vous montrer que l'audace et la créativité sont les moteurs de la réussite entrepreneuriale. Des structures comme l'incubateur The Pool jouent un rôle clé dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises innovants. Durant cette présentation, Madame Florence Christman, directrice de l'incubateur The Pool, qui est avec nous et que je remercie vivement, nous présentera les spécificités de l'entrepreneuriat innovant. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat. Il s'agit des deux petites bulles que vous trouverez en haut de votre écran et nous traiterons bien sûr vos questions à l'issue de cette présentation. Je vous précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Eh bien, écoutez, je vais laisser donc la parole à Madame Florence Christman pour nous parler justement des spécificités de l'entrepreneuriat innovant. Merci Carole et bonjour à toutes et à tous. Alors pour démarrer, j'avais envie de vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous savez à quoi correspondent les chiffres que l'on va vous montrer juste maintenant? Eh bien en fait, pour démarrer, 90% en fait des innovations qui ont changé notre quotidien, que ce soit le smartphone, les vaccins, les nouvelles énergies, etc., eh bien, viennent de start-up et pas de grands groupes. Donc c'est intéressant de se dire que 90% des innovations qui ont changé notre vie, en fait, ont été créées par des start-up. Alors, des start-up sont des entreprises innovantes qui se dédient en fait justement à des projets innovants. Alors, le chiffre qui vient juste après est un petit peu moins brillant puisque c'est 10 et ça correspond à 10%, c'est-à-dire une start-up sur 10 qui va jusqu'au bout. Donc, il y a beaucoup de projets de start-up qui ne vont pas jusqu'à leur marché. Mais par contre, quand elles vont jusqu'au marché, eh bien, en général, elles créent beaucoup plus d'emplois que les entreprises qui ne sont pas, entre guillemets, innovantes. Donc, c'est un gros enjeu de se poser la question de est-ce que je veux aller vers un projet innovant et donc vers une start-up. Et enfin, le dernier chiffre, 350, c'est le nombre de start-up qui sont accompagnées sur une année dans la région Grand Est. Donc, ça fait beaucoup d'entreprises qui sont accompagnées par des incubateurs et on y reviendra. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand les startups sont accompagnées par un incubateur, que ce soit The Pool ou un autre sur la région, elles ont un taux de survie à 5 ans qui est de plus de 80%, ce qui veut dire qu'en fait, le fait de passer par un incubateur va aider à dérisquer la démarche. Alors, qu'est-ce qui distingue les startups ou les projets innovants d'entreprises classiques? Ben, en fait, quand on a une problématique et qu'on veut y répondre, on est dans et que l'on reste dans un cadre de compétences connues, on est sur un projet classique. Ce qui est propre à l'entrepreneuriat innovant, c'est que d'emblée, la solution, elle n'existe pas, parce qu'on va créer quelque chose de nouveau. Donc, on va être obligé d'élargir son périmètre de perception et son périmètre de compétences. Donc, c'est un projet qui, de toute façon, fait grandir. Et c'est pour ça que si vous vous souvenez du 1 sur 10, une start-up sur 10, ben, ce n'est pas grave, parce que de fait, vous aurez quand même appris plein de choses, même si le projet ne va pas jusqu'au bout. Alors, une petite définition voilà, que vous trouverez un peu partout, c'est que l'entrepreneuriat innovant, ce qui le distingue, c'est qu'il crée de la valeur via des produits, des services ou des modèles économiques nouveaux. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose de nouveau, mais ce quelque chose peut être un produit, un service ou la manière dont le projet est amené sur le marché. On parle alors de modèle économique. Et que ce sont souvent, mais pas toujours, des projets qui sont issus de la recherche et développement, de technologies qu'on appelle disruptives, c'est-à-dire qu'elles changent complètement la donne sur un marché, ou de besoins non satisfaits. Voilà, donc ça c'est une définition, mais de manière un peu plus précise, qu'est-ce que ça veut dire si on compare l'entrepreneuriat innovant à un entrepreneuriat classique? Eh bien, il y a trois choses. La première, c'est qu'on peut résoudre un problème non résolu.
Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est apporter une solution à un besoin nouveau, non satisfait ou mal résolu. Et quelques exemples, un médicament contre une maladie rare. Donc, une maladie rare contre laquelle on n'avait pas trouvé de traitement, eh bien, le fait d'apporter en fait un nouveau médicament, eh bien, c'est le fait de résoudre un problème non résolu. Vous connaissez peut-être Too Good To Go, qui est une start-up qui en fait lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais ça, c'était un problème non résolu, le gaspillage alimentaire. Too Good To Go est arrivé avec une solution. Donc, ça peut être un problème, ça peut être la résolution d'un problème non résolu. Ça peut être, on est dans le cadre d'un problème, mais sur lequel on amène une approche inédite, c'est-à-dire que l'on va amener une technologie, une méthode ou un modèle économique nouveau, même sur un marché existant. Donc, on n'est pas obligé de créer un nouveau marché. C'est exactement le cas de Airbnb qui a complètement transformé le marché hôtelier. Il y avait un certain nombre de façons de se trouver un logement. Airbnb a trouvé une autre façon de se trouver un logement. Donc, c'est une approche inédite sur un marché qui était existant, celui du logement temporaire hôtelier. On pourrait citer aussi les fermes verticales, les serres individuelles. On a chez nous une start-up qui s'appelle MyFood qui a créé en fait des serres connectées qui permettent à chacun d'être quasi autosuffisant dans la production de ses propres légumes. Et puis, on peut amener une approche complètement inédite. Et là, on se dit, on est plutôt sur un impact disruptif. On change complètement la donne sur un marché. On transforme les règles du jeu. Et je pense que les meilleurs exemples qu'on puisse vous donner, c'est Netflix ou Tesla. Avant Netflix, on louait des DVD, on travaillait d'une certaine façon avec des objets. Avec Netflix, on a accès à un panel illimité de films depuis sa télé, directement en appuyant sur un bouton. Donc, on n'a plus à se déplacer, à aller louer un DVD. Donc, ils ont complètement révolutionné le marché du visionnage de films et de documentaires. Tesla a complètement également disrupté le marché de l'automobile, puisqu'en fait, une voiture Tesla, c'est avant tout un ordinateur sur roue. Voilà. Donc, on n'est plus du tout dans le même modèle. Donc, pour résumer, Kesako, soit on s'adresse à un problème non résolu, soit on amène une approche inédite, soit on a alors un impact complètement disruptif sur le marché. Alors, si on compare justement l'entrepreneuriat classique à l'entrepreneuriat innovant, je vais vous prendre l'exemple très volontairement caricatural de la création d'une boulangerie et de la création d'une start-up industrielle pour qu'on visionne bien en un peu de temps vraiment les différences fondamentales. Si je crée une boulangerie, le risque est modéré parce que je suis sur un marché connu. Si je crée une boulangerie, c'est que je connais le marché de la boulangerie, il y a peu de chances que je me trompe. Alors que si je suis sur une start-up industrielle, bien sûr, en général, je vais créer quelque chose de nouveau. Donc, j'ai une notion de risque qui est très élevée parce que je vais avoir à créer mon marché ou à le transformer. Donc, je pars dans un monde qui est pas du tout fermé et sur lequel je n'ai pas prise. L'investissement de départ dans le cas d'une boulangerie est relativement limité, même si vous allez me dire limité, tout dépend ce que l'on veut dire par là, mais en tout cas, on est sur un apport de matériel, donc souvent on est sur soit des fonds propres, soit combiné avec des prêts bancaires, mais c'est facile de nantir ces biens puisqu'on est sur du matériel, donc on peut très bien mettre une hypothèque sur un atelier, sur des machines, etc. Dans le cadre d'une start-up industrielle, l'investissement est en moyenne 5 fois plus élevé, mais ça peut être plus que ça. Et là, il faut faire appel à des subventions, des prêts bancaires. On va bien souvent lever des fonds, donc on va devoir s'associer à d'autres personnes. Il y a aussi cette notion de crédit impôt recherche. En tout cas, on voit bien qu'on est déjà sur un investissement qui est plus complexe et sur lequel on n'a pas forcément toutes les connaissances. Ce qui fait qu'en termes de compétences clés, moi, si je crée une boulangerie, voilà, je vais devoir, en outre, avec le fait d'être un boulanger, je vais devoir savoir gérer. Et puis, j'ai des compétences commerciales à développer. Par contre, dans le cas d'une start-up, on est plutôt sur des compétences de type recherche et développement, brevet, levée de fonds, partenariat. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Une boulangerie va avoir un impact local, la start-up industrielle va d'emblée s'attaquer à une problématique globale. Je vais travailler sur un problème de santé, de climat, de nouvelles technologies. Donc d'emblée, je suis sur quelque chose de beaucoup plus large.
Alors, les pièges à éviter dans l'entrepreneuriat innovant, on en voit beaucoup, mais je pourrais vous en donner 3 principaux. Le premier, celui qui est symbolisé par cette belle cathédrale, nous on appelle ça la cathédrale technique ou le techno-push. C'est le fait de développer énormément de solutions et de se poser la question seulement après de est-ce que ça répond à une problématique marché. Une autre chose, c'est la vallée de la mort. C'est le fait de se trouver dans un long moment où on n'a plus assez d'argent, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et évidemment, la troisième pastille, c'est le fait de se retrouver seul. C'est vraiment quelque chose qui… la solitude de l'entrepreneur est quelque chose de très important dans l'innovation. Alors, pourquoi se lancer quand même ? Vous l'aurez bien compris, il y a quand même des atouts au fait de faire ça. Et je peux vous dire que pour accompagner des porteurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent tous changer le monde, chacun à leur niveau, mais ils répondent à des problématiques majeures. Et donc ça, c'est important parce qu'en fait, c'est le moteur qui va les animer, qui va vous animer sur ce genre de projet. L'idée, c'est de créer de la valeur aussi et des emplois. Et je vous rappelle que, en général, les startups créent 3 fois plus d'emplois que les entreprises classiques. Et puis surtout, vous allez vivre une aventure humaine fantastique. Alors avec ce qu'on appelle des ups and downs, avec un ascenseur émotionnel permanent, mais en tout cas, quel bonheur quand ça marche. Voilà. Alors évidemment, face à quels enjeux vous allez vous trouver ? Le premier, comme je vous disais tout à l'heure, c'est déjà de valider votre besoin marché, parce que c'est important d'avoir une idée, mais c'est surtout important de savoir si cette idée, elle correspond à un besoin. Et si elle ne correspond pas à un besoin, vous allez vite freiner le projet. Donc, ce qui est important, et ce que nous, on fait dans un incubateur, c'est de valider le besoin marché via des enquêtes terrain. Ensuite, ce qui est important, c'est l'exécution, parce que d'avoir une idée, c'est bien, mais en fait, ceux qui vont au bout, c'est ceux qui auront réussi dans l'exécution. Donc, il faut surveiller sa trésorerie, parce que ce qui va vous permettre de durer, c'est le cash que vous allez avoir avec vous. Et puis, il y a un aspect de protection de l'innovation, évidemment. Il faut savoir se protéger, et ça, c'est ce que va pouvoir vous aider à faire un incubateur. Alors, quel écosystème vous avez avec vous quand on est sur de l'innovation ? Vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Il y a des incubateurs, comme nous, qui vous permettent en fait de travailler sur tous les aspects de dérisquage de votre projet. Il y a les pépinières d'entreprise, les pôles de compétitivité, la CCI, bien sûr, les experts comptables, les avocats. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Nous, on travaille beaucoup avec la BPI, la région qui soutient beaucoup les projets d'innovation sur un certain nombre de sujets. Le réseau Initiative qui apporte les prêts d'honneur. Donc, bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là pour se mobiliser pour les projets innovants. Donc, je vois le temps qui passe et je voudrais bien qu'on puisse prendre quelques questions. Donc, je vais m'arrêter là. Ce qui est important, vous l'aurez compris, c'est que pour innover, mieux vaut ne pas être seul. Vous pouvez donc identifier un incubateur près de chez vous. Et l'incubateur le plus proche quand on est à Metz, c'est The Pool. Vous serez toujours le bienvenu pour y prendre un café. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Merci Florence, merci pour cette belle intervention. Elle était très, très claire. Et justement, on va laisser le temps à nos participants de vous poser quelques questions. Moi, j'en ai une qui est déjà toute prête. Si on parlait un petit peu de la durée d'accompagnement pour un projet innovant. Alors ça, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet innovant, en fait, il est accompagné en 2 temps. Le premier temps, c'est un accompagnement collectif qui dure 3 mois et qui se fait à 2 reprises dans l'année. L'objectif est de rapprocher certains porteurs en groupe, parce qu'on parlait de solitude. L'idée, c'est déjà de sortir de sa solitude. Pendant 3 mois, il va y avoir entre 6 et 10 porteurs de projets ensemble, et on va travailler sur les premières briques en fait, de création du projet, où on va justement parler beaucoup d'enquête terrain. Et puis ensuite, on va passer, si le projet est accepté par un comité d'engagement, un jury, il va passer en incubation individuelle. Et là, le parcours est complètement personnalisé et au sein de The Pool, comme dans tous les incubateurs de la région Grand Est qui constituent ce qu'on appelle Quest for Change, on n'a pas de limite d'accompagnement et ça, c'est vraiment très, très chouette parce que dans certains programmes, on est contraint sur une durée déterminée. Et nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les porteurs, alors dans l'industrie jusqu'au pied de la première usine, dans le digital, au moment où vraiment l'entrepreneur peut voler de ses propres ailes. On va choisir ensemble, l'entrepreneur et nous, le moment où il n'a plus besoin de nous.
et où il va pouvoir sortir de the pool, de la piscine. Donc, on n'a pas de durée déterminée et ça, c'est très intéressant. Vous parliez justement d'un accompagnement et d'un suivi personnalisé. Ça veut dire qu'en fait, notre porteur de projet dans le domaine de l'innovation, il a un conseiller référent, un mentor? Oui, tout à fait. Alors, on a une équipe de 7 personnes à The Pool et on a une équipe de startup managers qui ont tous des compétences différentes, mais on accompagne des porteurs de projets dans plein de sujets, que ce soit l'industrie, la santé, la bioéconomie, les transitions de manière générale, le digital, aujourd'hui la cybersécurité. Bref, on a une palette de compétences relativement large. Après, ce qui est important, puisque de toute façon, la durée de l'accompagnement elle va être relativement longue, c'est qu'il y ait une bonne relation entre le startup manager et le porteur de projet, parce que c'est une relation qui est vraiment intuitu personae. On va savoir beaucoup de choses sur la personne, puisque chez elle, chez le porteur, en fait, il n'y a pas tellement de frontières entre le personnel et le professionnel. Et donc, ce qui va être important, c'est qu'il y ait une bonne relation. Donc, on peut changer de startup manager si le fit n'y est pas. Mais en tout cas, il y a un référent. Et donc, lui, il va vous suivre pendant tout le temps où vous allez être incubé dans l'incubateur. On parle bien de chemin ensemble, on accompagne, quoi. En aucun cas, le référent va faire à la place de ou va orienter, parce que c'est souvent des fois un peu, la barrière est un peu fine, quoi. Oui, tout à fait, entre le faire-faire et le faire. Alors nous, notre posture, c'est d'être dans le faire-faire, mais je ne vous cache pas qu'il y a des moments quand c'est un peu tendu, on pourrait arriver à mettre un peu, on va dire, les mains dans le cambouis. Par contre, la posture est quand même toujours de faire-faire. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, c'est de faire grandir le porteur de projet. C'est pas de faire à sa place, sinon, lui, il ne saura jamais faire et quand on débranchera la prise, il n'aura pas grandi. Donc nous, plus que le projet, c'est le porteur qu'on va accompagner pour l'aider à grandir. Et moi, je dis toujours, ce sont des porteurs de projet, pas des portés. Ça change un peu la donne et c'est eux qui sont actifs. Donc nous, on est à leur côté, parfois pour porter, mais en tout cas, on reste dans une démarche de mentorat. On a une question d'Ariane qui nous dit quelles sont les startups accompagnées dans le domaine de la transition écologique actuellement? Ah, alors bon sujet. On en a quelques-unes à The Pool. On a une start-up qui fabrique des micro-usines pour fabriquer, en fait, pour concevoir des maisons qui sont zéro. Comment? Des maisons qui sont. Oh, je vais y arriver. Qui sont neutres d'un point de vue carbone. Et puis qui n'émettent pas de rejets toxiques. Donc, on a ce genre de projet. On en a un deuxième qui est assez proche, qui est dans des matériaux d'isolation des maisons. On a un projet qui est vraiment entre la transition énergétique et l'industrie, qui est sur des unités de méthanisation et sur la manière de limiter en fait l'empreinte électrique de la méthanisation. Voilà, donc on a ce genre de projet aujourd'hui dans le portefeuille de projet de The Pool. Donc, qui est vraiment en relation avec le contexte actuel. Enfin, voilà, quand on parle d'écologie, enfin, c'est vraiment les tendances en ce moment un peu c'est les tendances du moment, quoi. De toute façon, les porteurs de projets qui viennent, je disais tout à l'heure, ils ont envie de changer le monde, ils ont envie de contribuer à créer un monde meilleur. C'est rare qu'ils viennent en nous disant « je veux créer une usine à charbon ». Donc, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur des grands enjeux sociétaux. Et c'est souvent pour ça qu'ils viennent. Souvent parce qu'ils ont vu ou souffert eux-mêmes d'une problématique ou parce qu'ils le voient autour d'eux. Donc, on est toujours sur des projets vertueux, avec de l'impact. Alors, il y a Jade qui nous pose une question. Elle nous demande, voilà, aujourd'hui, elle ne sait pas dans quelle catégorie se situe une entreprise qui ferait de la prothésie ongulaire. Est-ce qu'on est dans l'innovation? Ah, bah, ça se discute. Moi, ce que je vous conseille, Jade, c'est de venir prendre un café avec nous pour qu'on puisse en discuter. Alors, soit sur le Salon Go vendredi, puisqu'on sera présent, soit vous pouvez prendre rendez-vous, vous avez mes coordonnées. Mais pour moi, ça se discute. En fait, l'innovation, elle peut être un peu partout. Ça dépend de ce qu'on fait, de comment on le fait. Parce que l'innovation peut être dans l'usage, elle peut être dans les produits qu'on utilise, dans plein de choses. Et il faut la prendre vraiment au sens large. Alors, on vous remercie, de toute façon, merci Florence pour l'intervention. Vous avez beaucoup de personnes, voilà, qui vous remercient beaucoup pour cette présentation, pour cette intervention très intéressante. Et on a
On a un anonyme qui nous demande, voilà, il voudrait savoir si justement vous accompagnez uniquement des entreprises qui vont s'implanter en Moselle. Alors, monsieur ou madame anonyme, effectivement, nous travaillons avec des entreprises qui s'implantent en Moselle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une proximité. C'est-à-dire que des incubateurs dans la région, vous allez en avoir un peu partout. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une forme de proximité parce que on a besoin de se voir et on a besoin que vous veniez ou que nous, on aille vous voir. Donc, nous, on n'accompagne pas, par exemple, des porteurs qui sont sur Reims, parce qu'on a des collègues qui sont à Reims qui font ça très bien. À Strasbourg, de la même façon. Donc, nous, en fait, on va dire que notre champ de travail va être, on va travailler jusqu'à globalement Pont-à-Mousson, hein, vers le sud, et puis après vers la Moselle-Est, et puis tout le nord de la Moselle jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Donc, ça fait un beau terrain de jeu. Donc, c'est la Moselle au sens large, mais c'est plus pour des questions de pratique et de proximité, parce que sinon, vous avez de toute façon des incubateurs sur d'autres territoires. Et si l'entreprise est implantée, mais qu'elle s'adresse éventuellement hors des frontières, enfin voilà, vous… Tant mieux, tant mieux. Nous, notre objectif, c'est de les aider à grandir. Donc, ce qui est important, c'est qu'on aide à ancrer localement des talents et des emplois sur le territoire ici. Mais par contre, si l'entreprise, et aujourd'hui, on voit bien que nos startups, rapidement, elles vendent à l'étranger, puisque rien que déjà de vendre à Luxembourg ou en Belgique ou en Allemagne, on est déjà sur de l'export, hein, finalement. Donc, tant mieux. Donc, si on peut contribuer à faire grandir des entreprises au-delà des frontières, mais super, super. On a parlé donc d'accompagnement, et si on parlait un petit peu de réseau, est-ce que The Pool organise des événements ou des ateliers ou d'autres voilà, d'autres choses pour que justement les entrepreneurs de l'innovation puissent se rencontrer et échanger? Oui, alors il y a plusieurs choses. C'est que déjà, ces porteurs de projets, comme je l'ai dit, quand ils sont rentrés dans une phase d'accompagnement individuel, l'objectif, c'est qu'ils ne restent pas tout seuls chacun dans leur projet. Et effectivement, de manière géographique, ils peuvent être un peu éclatés sur le territoire. Donc régulièrement, on les ramène sur des ateliers de sensibilisation à un certain nombre de sujets pour qu'ils puissent ouvrir leur chakra sur un certain nombre de problématiques auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé, et puis qu'ils puissent échanger les uns les autres avec leur propre expérience. Donc ces journées, on les appelle les journées des experts, on en fait une par mois, et elles sont ouvertes aussi à d'autres porteurs de projets que nos incubés. Donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez les invitations et vous êtes les bienvenus à ce genre d'événement. Pourquoi? Parce que si demain vous créez, au moins vous aurez eu les informations. Et puis, vous pourrez rencontrer aussi des porteurs de projets avec qui vous pourrez échanger. Et donc, ces problématiques, elles peuvent être d'ordre réglementaire, légal, sur la propriété intellectuelle, sur le recrutement de son premier salarié, sur le financement de l'innovation. On a plein de sujets sur lesquels on a besoin que les porteurs de projets ouvrent les chakras. Donc ça, c'est la première chose. C'est plutôt une montée en compétences. Par contre, et puis un networking entre eux. Et puis, il y a des événements qui sont plus à vocation de réseautage. Et donc là, on ouvre en fait sur des after-work avec tous les partenaires que l'on a dans l'écosystème pour que vous puissiez rencontrer qui la CCI, qui un expert comptable, qui un avocat, qui une grande banque avec laquelle on va travailler. Et puis faciliter en fait les mises en relation, puisqu'en fait, l'incubateur est un tiers de confiance reconnu par les acteurs du monde économique, qu'ils soient privés ou publics, et donc ils vont venir régulièrement voir les porteurs de projets que l'on a avec nous. Donc ça vous aide aussi à rentrer en relation directement avec plein d'acteurs, y compris d'ailleurs les médias, on a quand même un lien très fort avec les médias et on s'assure de pouvoir faciliter la mise en lumière et la mise en communication au moment où vous en avez besoin. Une petite question encore d'Ariane qui nous dit aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver The Pool et notamment les différentes antennes de l'incubateur? Alors, The Pool est sur le Technopôle Messin, donc au bâtiment Télis qui se trouve rue Marconi. On est donc pas très loin de la CCI, hein, parce qu'on se voit, on voit les bureaux les uns des autres, donc au Technopôle. Donc surtout n'hésitez pas à venir nous voir, mais je vous engage juste à prendre rendez-vous avant parce que on est beaucoup sur la route. Mais en tout cas, on vous recevra avec plaisir. Et puis on fait partie d'un réseau qui s'appelle Quest for Change, et donc on a des collègues qui travaillent à Strasbourg, à Épinal, à Mulhouse, à Reims, à Charleville-Mézières. On a vraiment des gens qui sont répartis sur tout le territoire de la région Grand Est. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces informations, Florence, cette intervention qui était très riche
Et donc, nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Nous vous remercions tous et toutes pour votre participation active. Alors, sachez que le Salon Go donc n'est pas encore terminé, hein, nous en sommes qu'à notre deuxième jour. Vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Alors, le programme est disponible sur www.salon-go.fr. Et puis, je vous rappelle également que le salon est ouvert en présentiel, donc ce vendredi 21 novembre de 9h à 17h à la Chambre des métiers et de l'artisanat à Metz. Vous pourrez y rencontrer The Pool et d'autres acteurs de la création et reprise d'entreprise et venir échanger autour, comme elle le disait, d'un café, Florence, sur votre projet. Donc, n'hésitez pas à venir donc nous rencontrer. Et puis, il nous reste à vous souhaiter donc une excellente continuité, bien sûr, dans votre projet. Et puis, un très bon salon. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne aventure entrepreneuriale.